Troisième et dernière partie de l'African Newsroom. Jean-Marie Talley, directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du Club Efficience. Alain-Jules Meunier, journaliste, et Patrick Radzoel, conseiller diplomatique, m'accompagnent depuis le début de cette émission. Place au Zoom. Et gros plan ce soir sur le commerce en ligne, l'e-commerce qui selon les chiffres pourrait peser jusqu'à 75 milliards de dollars d'ici à 2025. Mais à l'heure actuelle, le commerce électronique ne représente que 0,6% des ventes de détail en Afrique contre 12% aux États-Unis ou encore 20% en Chine. Mais pour les opérateurs du secteur, le potentiel est là, compte tenu notamment de la croissance exponentielle du marché du mobile. Les précisions de Siamlo Victoria Selji. Le commerce numérique se développe rapidement sur le continent africain. Selon les Nations Unies, cette rapide évolution augure de profonds changements dans les secteurs d'activité liés au commerce et à l'industrialisation. Les ventes en ligne en Afrique devraient atteindre 50 à 75 milliards de dollars par an d'ici 5 à 10 ans, contre un peu plus de 27 000 milliards de dollars actuellement. Aujourd'hui, on sait que le taux de pénétration d'Internet en Afrique grimpe plus que même en Europe, puisqu'on a des taux qui vont jusqu'à 200%, même si le taux de pénétration reste faible parce que le continent est en retard par rapport à Internet. Mais on a vu ces derniers moments avec l'arrivée du mobile que les gens se connectent davantage. Pionnière dans le secteur en Afrique, la Nigériane Jumia, fondée en 2012, s'est rapidement imposée comme un levier de croissance. En 2017, elle a atteint 103 000 personnes employées, dont 3 000 directement, avec plus de 126 structures en activité dans 23 pays africains. Le continent africain sommeille encore par rapport au numérique, au digital. Donc, ce sont ces grandes firmes américaines qui sont en train de nous coloniser davantage. Donc, c'est pour ça que nous, à notre niveau, au niveau du groupe Digital Africa Service, où on veut quand même essayer d'apporter une réponse à cela. Les experts estiment que si la zone de libre-échange continentale est implémentée, elle pourrait également générer un produit intérieur brut de plus de 3 000 milliards de dollars. 300 000 emplois directs et plus de 2 millions d'emplois indirects pourraient être créés par an dans le e-commerce. Alors la question est donc de savoir comment se positionnent finalement les sociétés locales face aux géants mondiaux tels que Amazon et bien d'autres encore, eBay, Alibaba. Est-ce que l'Afrique a encore ses chances dans l'e-commerce? Je pense qu'il faut d'abord que l'Afrique soit connectée. On l'a vu dans le reportage, il faut davantage de connexions Internet, c'est la première chose. Il faut davantage de confiance, que les consommateurs africains fassent confiance aux distributeurs africains, ça c'est un vrai sujet. Et enfin, il faut qu'il y ait des alliances qui soient faites. Pour revenir à Madagascar, par exemple, AliExpress est extrêmement présent. Vous commandez une pièce et vous l'avez une semaine après gratuitement chez vous, enfin gratuitement livré chez vous. Donc il y a un certain nombre de paramètres, encore une fois, qui sont nécessaires, l'accès Internet, la crédibilité, et puis aussi, il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait des consommateurs. Les consommateurs, aujourd'hui, existent. Par exemple, à Madagascar, nous sommes 26 millions d'habitants, il y a 20 millions de portables. Donc, des jeunes sont sur Facebook, il y a des millions de jeunes qui sont sur Facebook. Donc, tous ces développements-là vont dans le sens, effectivement, du développement du e-commerce. Et maintenant, sur le chiffre de 75 milliards, je pense qu'il est très très minoré, parce que ça va augmenter de façon exponentielle, parce qu'il n'y a aucune raison que les Africains, dans leur ensemble, c'est-à-dire beaucoup de personnes, n'aient pas accès à ce e-commerce. Alain-Jules Meunier, est-ce que vous pensez aussi que ces 75 milliards de dollars sont minorés? Est-ce que, au contraire, ça ne serait pas beaucoup moins que ça, compte tenu de la situation actuelle, la faible bancarisation, le taux d'accès à Internet qui se situe autour des 23%, le manque d'électricité, etc. J'avoue que je n'épouse pas son idée que c'est minoré. Parce qu'en fait, il y a un problème de pénétration d'Internet déjà en Afrique. Le tout n'est pas d'avoir des téléphones portables. Encore faut-il que ces téléphones soient connectés. Donc des smartphones, comme on dit. Par conséquent, aujourd'hui, effectivement, il y a un marché énorme. Il y a même un potentiel énorme. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Jumia, n'est-ce pas, qui s'est installé récemment en Égypte. Ils font des chiffres incroyables en Égypte. Mais le problème, c'est que le commerce africain en lui-même est informel. Donc,
comment voulez-vous que ces petits commerçants-là puissent se retrouver sur le net à vendre leurs produits? Et il y a aussi un problème, la fiabilité de ces produits-là. Est-ce qu'on va faire confiance à un petit commerçant qui vend je ne sais pas quoi? Alors, il y a aussi, on peut dire aussi le contraire. Est-ce que le petit commerçant peut faire confiance à un éventuel oui, c'est un booster d'affaires, on va dire. Internet, c'est un booster d'affaires. Mais donc, du coup, forcément, ils vont chercher à s'engager dans cette voie-là. Mais le problème, c'est que ce qui se pose, c'est le consommateur. Est-ce qu'effectivement les consommateurs feront confiance aux produits africains? Vous savez qu'on aime tout ce qui est importé. Et moi, c'est ça mon inquiétude, en fait. Voilà. Alors, je partage intégralement la vision qu'Alain a développée et une partie de la vision de Patrick. La partie au début au niveau des infrastructures, mais pas la partie au niveau des prévisions des Banques mondiales des Nations Unies. Parce que là, on arrive dans un environnement qui est, entre guillemets, même si le commerce, le e-commerce paraît comme étant une activité un peu gérée par des privés, est quadrillé par les États, par l'État et par les gouvernements qui n'accompagnent pas le e-commerce, qui ne financent pas le e-commerce, qui n'aident pas des concepts innovants dans le e-commerce dans l'environnement africain. On a une force de consommation qui est africaine, des forces de consommateurs qui sont là, mais l'environnement n'est pas organisé. Quand on a des problèmes d'infrastructure, des problèmes de connexion, des problèmes de coûts qui sont extrêmement élevés, on se pose des problèmes et on se pose des questions. Un autre problème important. Non, c'est organisé oui, par Amazon, c'est organisé par Alibaba. Oui, mais ce sont les GAFA aujourd'hui qui organisent un peu tout ça, parce qu'ils ont les moyens financiers. Oui. Mais nous, en Afrique, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas d'adressage. On a des ressources. Non, mais dans l'urbanisation, l'adressage des rues n'existe pas. L'identification du consommateur pour lui porter le produit n'existe pas. Et derrière ça, vous avez le taux de bancarisation qui est très bas. Les cartes bleues, les cartes Visa qu'on émet en Afrique pour commander en ligne ne sont pas souvent les plus utilisés. Ça il y a les e-monnaies avec le port mobile. Oui. Et donc à partir de ce moment-là, le produit africain, et Alain a mis le doigt dessus tout à l'heure, il est peut-être allé au plus profond, la sécurisation du produit africain en termes de sa qualité, sa fiabilité du produit africain. Comment on fait pour qu'il corresponde au packaging international, pour qu'il soit vendu en dehors de l'Afrique via tout ce qui est en ligne, qu'on achète un produit qu'on n'a pas vu, mais on est sûr de recevoir un produit de qualité. Ça, il faut le travailler sur place, il faut accompagner dans l'environnement les entreprises qui mettent et qui fabriquent, qui préfabriquent, en tout cas qui conditionnent localement avec une certaine fiabilité, une lisibilité. Tout ça manque en Afrique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'innovation, qu'il n'y a pas d'idées, qu'il n'y a pas de créateurs. Il y a des jeunes qui sont très dynamiques, il y a des personnes qui sont ambitieuses, qui sont là, qui veulent construire l'environnement. Sauf que les États, quand elles voient ce type d'ambition, ne les accompagnent pas en termes financiers, en termes de bonne organisation et de conduite, mais plutôt en termes de quadrillage. Et ça pose un problème au niveau du développement économique de l'Afrique. Donc oui, parce qu'il n'y a pas assez d'alliance entre les entreprises. Voilà. Quand on fait des non seulement il n'y a pas d'alliance, quand on fait de la vanille, quand on fait un certain nombre de choses, oui. On se regroupe, nous, mais non la seulement, crevette par exemple, on se regroupe en syndicats, on se regroupe dans un certain nombre d'entreprises qui vont chercher la légitimité avec des normes ISO 2001, un certain nombre de choses qui vont crédibiliser les produits. Et si tu prends les GAFA aujourd'hui, et tu vas chercher les partenaires des GAFA en Afrique, et qui sont des groupes africains, tu vas en trouver combien? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y en a pratiquement même pas. Ce sont ces GAFA qui possèdent des moyens financiers, des moyens en termes d'infrastructures qui arrivent et qui se positionnent et qui happent tout. Mais surtout au niveau qui les intéresse, dans des sphères, dans les environs qui les intéressent. Mais pas pour les populations entières. Or, les populations sont en demande. Alain Jules Meunier. Justement, je vais revenir sur le fait que les politiques, en fait, en Afrique, en général, ont un peu peur encore aujourd'hui d'Internet. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est assez particulier. Oui. Alors, il y a le président rwandais qui a fait la démarche inverse, qui est plutôt allé chercher ces gens-là, notamment Amazon, pour que Amazon se retrouve au Rwanda et donc et crée sa plateforme, qu'on appelle ça comment, les hubs, carrément au Rwanda. Donc, si les gouvernements ont cette démarche-là, ça veut simplement dire que
effectivement, les produits seront sur place. Et certainement, c'est de là que partiront les produits pour être dispatchés dans toute l'Afrique. Donc voilà, si tous les gouvernements font ça, je crois qu'effectivement, on peut parler d'une croissance peut-être exponentielle, effectivement, mais maintenant, il n'y a pas cette volonté politique. Si vous permettez, mais le e-commerce dont on parle peut-être beaucoup ici où la Banque mondiale des Nations Unies se projette, c'est parce qu'aujourd'hui les agriculteurs ou l'agro-industrie arrivent dans le cadre d'une certaine décentralisation des capacités à vendre directement, peuvent vendre en termes en quantité à des grossistes qui peuvent acheter mais qui ont les moyens de se déplacer pour venir voir ou acheter souvent sur pied. Mais ce n'est pas forcément la toute économie de tous les jours où vous commandez un téléphone, on vous l'apporte chez vous. Vous commandez un pack d'eau, on vous l'apporte chez vous. Tout ça n'est pas très clair. Vous n'allez pas sur des sites commander une paire de chaussures, un habit, un ordinateur, ainsi de suite. En Afrique, ce n'est pas encore ça. Non, mais ils vont les chercher en Occident, ils vont les chercher chez Alibaba. Très concrètement, moi je fais des achats depuis Madagascar en Chine parce que de toute façon beaucoup de choses sont made in China. Et donc, je vais directement les acheter en Chine avec ma carte Visa et c'est livré. Donc, il faut aussi jouer cette mondialisation, y compris de façon cynique ou de façon pragmatique. C'est à nous, effectivement, de proposer un certain nombre de choses qui soient consommables, qui soient vérifiables. Et puis, ensuite, on fait du business. Je ne vois pas ce qui bloque. C'est pour ça que les 75 milliards, pour moi, c'est vraiment très minoré. Parce qu'il y a d'immenses possibilités. Je parlais des crevettes, de la vanille, des orchidées, du ylang-ylang, des huiles essentielles. On peut parfaitement, par exemple, bon, Madagascar, pardon de parler à chaque fois de Madagascar, on peut faire des huiles essentielles, on peut produire des huiles essentielles qui ensuite sont achetées en Chine, au Venezuela, en Europe ou ailleurs. C'est à nous, je crois, Africains, de nous mettre en capacité, jusque y compris avec des coopérations, avec le Mozambique, avec l'Afrique du Sud, avec un certain nombre de pays, où on a des complémentarités qui vont permettre de proposer un produit qui soit vendable dans le monde entier. Si, vu comme ça, on est entièrement d'accord, on partage la vision. Si on revient à Madagascar, dont tu parles, il y a eu déjà des faux trafics en termes de vanille. Madagascar qui est le champ de la vanille. Pas des faux trafics, c'est la vanille qui était mal arrivée à maturation. Bon, alors, dans ce cas. Maintenant, il y a un souci qui se pose. Vous prenez tous les pays d'Afrique francophone, pratiquement tous les pays d'Afrique francophone. Les gabégies, les erreurs, les escroqueries, c'est souvent un petit peu dans ces pays-là. Prenez l'Afrique de l'Ouest, prenez la Côte d'Ivoire, dont on a évoqué tout à l'heure. Sur Internet, vous avez tous les systèmes d'escroquerie qui s'y développent. Alors, vous prenez des pays d'Afrique anglophone qui sont largement plus avancés. Le Ghana, le Nigeria, le Kenya ou l'Afrique du Sud sont déjà largement plus avancés. On n'a pas forcément toujours ces phénomènes, même s'il y en a, mais c'est marginal. Mais vous prenez tous les pays d'Afrique francophone, nous sommes les pays qui sont les plus en retard. Ça part de l'extrême Mauritanie jusqu'en Madagascar, où on se retrouve à être les plus attardés dans tout le système. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi cela? Et pourquoi toujours, dans le système francophone, on est toujours les plus en retard partout en ce qui concerne l'économie, l'innovation, la modernisation, les grandes avancées, autant démocratiques, autant politiques, autant économiques, autant technologiques, culturelles. Pourquoi cela? Alain Jules Meunier, est-ce que l'Afrique est en train de passer à côté du potentiel que l'on présente ou bien l'exemple de Jumia montre que c'est possible finalement? Non, c'est possible. C'est possible parce que effectivement, il n'y a pas encore de super géants de l'Internet, du e-commerce en Afrique. Mais effectivement, Jumia fait déjà de très bons scores. Je crois qu'ils sont implantés dans 23 pays. 14 pays à travers l'Afrique et voilà, là ça représente 760 millions de dollars si mes chiffres sont bons. C'est quand même énorme. Oui. Il y a M-Pisa, il y a Saya, ce sont des petits groupes qui montent, effectivement. Oui. Donc ça veut dire que c'est possible aussi en Afrique. Maintenant, est-ce que, compte tenu de la pénétration Internet qui est vraiment trop infime en réalité, est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que la croissance sera là au rendez-vous? C'est ça la bonne question, parce que je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas devin pour savoir que, voilà... Et l'intérêt des GAFA, c'est justement de développer Internet, et ça va se faire
je veux dire, au bénéfice des Africains, mais ça va se faire aussi au détriment des Africains, si c'est mal géré. Mais je pense que les GAFA ont tout intérêt, les grands opérateurs, les telcos, ont tout intérêt à développer l'Internet pour que justement des flux commerciaux, des flux culturels, des flux politiques aussi se mettent en place. Et là, la réponse qui a été faite au niveau européen est intéressante, même si elle est un petit peu échevelée. Mais la maîtrise des GAFA au niveau fiscal n'empêche pas la maîtrise des GAFA en termes d'implantation, en termes de pénétration de nos marchés, en termes de fiabilisation de nos produits africains. Absolument. Donc ça, c'est un vrai sujet également. Mais je pense, c'est pour ça que je dis que les 75 milliards sont des choses qui sont sorties au doigt mouillé d'un technocrate qui doit être payé 25 000 $ par mois, qui dit on va faire 75 milliards parce que sur mon tableau Excel, il y a un certain nombre de choses. Non, ça ne sera pas 75 milliards, ça sera beaucoup plus. Ça peut être beaucoup plus si simplement nous étions organisés, si nous avions, tu venais de parler des GAFA. Les GAFA vont organiser ça t'inquiète pas, ils vont l'organiser. En Afrique, et si nos gouvernants africains avaient pris la mesure des choses pour aller tirer parti des exemples qui ont marché chez les autres. On a obligé les GAFA en Europe à payer des impôts, à rentrer dans le système fiscal, à contribuer. Alors en Afrique, on est plus à leur donner des avantages qu'autre chose. Et donc, si on ne fait pas attention, les GAFA, tu l'as si bien dit tout à l'heure, arrivent avec un profit aux Africains, mais un détriment au niveau des Africains. Donc, et comment on fait? Et ce n'est que les politiques qui peuvent réguler tout ça et mettre en place des normes, mettre en place des schémas qu'il faut suivre et qui correspondent aux attentes de nos populations, aux attentes de nos peuples. Exactement. D'ailleurs, pour finir, effectivement, Afrique Internet Group, qui chapeaute Jumia et les autres, Orange a investi énormément là-dedans, je crois à hauteur de je ne sais pas combien de milliards. Donc ils savent qu'il y a un potentiel. Mais maintenant, il faut que nous-mêmes, Africains, qu'on se déplace, comme le président du Rwanda a fait, d'aller chercher ces gens-là, de leur dire « venez investir chez nous ». Qu'on leur construise le cadre. Voilà, et puis on construit effectivement le cadre, comme le dit Jean-Pierre. On leur impose un cadre. On impose un cadre, c'est le rôle de l'État. Tout à fait. Mais il y a un autre sujet également qui est relativement important, et on parlait d'Orange tout à l'heure, il y a beaucoup de telcos qui investissent également dans l'énergie solaire. Parce qu'effectivement, avoir accès à Internet, c'est émouvant, mais avoir de l'électricité pour faire fonctionner Internet, c'est beaucoup plus important. Et donc, les telcos aujourd'hui investissent justement dans l'énergie solaire qui va permettre d'avoir accès à Internet. Et puis, je reviens toujours sur la même chose, c'est les GAFA qui vont mettre tout le monde d'accord. Merci beaucoup Patrick Radzoel. On arrive au terme de cette émission. Je rappelle que vous êtes conseiller diplomatique. Merci à vous également Jean-Marie Talley, directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du Club Efficience. Et merci à vous également Alain Jules Meunier. Je rappelle que vous êtes journaliste. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. Très belle soirée. Merci.